Donc c'est un professeur de physique à la faculté de sciences de Tunis. Il est donc dans la première génération de mécaniciens tunisiens. Donc vous voyez, j'ai dit professeur de physique, ensuite j'ai dit première génération des mécaniciens, puisqu'il a travaille sur la mécanique des fluides. Et donc le plaisir que j'ai à le présenter, surtout dans ce coutume, donc l'association tunisienne de mécanique, ça prouve que le mot mécanique est pris dans le sens large. Donc mécanicien, physicien, mécanicien thermicien, génie mécanique, etc. Donc le professeur Taïbli a apporté beaucoup à la faculté des sciences. En particulier, il a eu le courage de pouvoir mettre en place avec ses collaborateurs une certaine maîtrise de mécanique appliquée dans une faculté. Chose qui malheureusement n'a pas duré, mais elle a été initiée. Jusqu'à maintenant, aucune des facultés des sciences n'a pris le risque de pouvoir l'offrir. Alors que, sachant que les sortants de cette maîtrise, il y en a beaucoup qui ont fait une très bonne carrière, pour ne pas citer qu'un des conférenciers d'aujourd'hui, donc c'est Rachid Khatmi qui sortait de cette maîtrise. Donc c'est vraiment avec très grand plaisir qu'on rencontre le professeur Taïbli, sachant que malgré sa retraite, donc il a passé 4 ans de professeur émérite et il continue à travailler comme vous allez le voir. Les activités du laboratoire, je vais me limiter à un thème de recherche sur la simulation numérique d'une turbulence homogène compressible cisée. Le plan de l'exposé est le suivant. Je commence par une introduction. Je présenterai la théorie de distorsion rapide RDT. Par la suite, j'insisterai sur l'importance du nombre de Mach de gradient. Je passerai par la suite à la validation du code, à une propriété essentielle qui intéresse la compressibilité à l'encontre de la structure de la turbulence. Je passerai à l'analyse de performance de certains modèles compressibles, à la reformulation des équations de la RDT, et je terminerai par une conclusion et des perspectives. Des travaux au sein de notre laboratoire ont été effectués sur la modélisation et la simulation de la turbulence homogène compressible cisée. Il s'agit de travaux de modélisation de la turbulence dans l'espace physique. Ce sont des travaux de thèse et d'habilitation de mon collègue Heshmi Khlifi et Marzouki Hamid. Heshmi Khlifi a soutenu son habilitation il y a à peu près 2 ans. Mon collègue Marzouki Hamid est sur le point de présenter son dossier d'habilitation. Alors, parallèlement à ces travaux, il nous est apparu la nécessité de développer un code de simulation numérique devant fournir des données de référence, fournir des données de référence fiables. Pour cette raison, nous avons mis au point un code de simulation numérique de la turbulence homogène compressible cisaillée dans le cadre d'une analyse linéaire dans l'espace spectral. Ces travaux ont fait l'objet de thèses de Chouchelidi en 2001, Riyad en 2008. 2 thèses sont initiées à partir du début de cette année. En ce qui concerne maintenant la théorie de distorsion rapide, je voudrais vous dire que si initialement une turbulence est isotrope, si on la soumet à des gradients moyens, pendant une phase de temps court, ce sont les processus linéaires qui se mettent en place, qui sont prépondérants. Les processus linéaires, ce sont les processus d'interaction gradient moyen turbulence. Dans une deuxième phase, se mettent en place les processus non linéaires, qui sont les processus d'interaction turbulence, qui sont plus complexes. Bien. Et évidemment, dans cette première phase
de processus linéaire, il est tout à fait justifié de recourir à une linéarisation des équations. C'est ce que je vais faire tout de suite en vous disant simplement que le formalisme que nous utilisons a été initié au départ à l'école centrale de Lyon. Linéariser les équations, ceci n'est pas chose difficile. Il suffit de linéariser les équations de continuité, de quantité de mouvement et de conservation de l'énergie. C'est fait avec une remarque, si vous permettez, pour ce qui concerne la troisième équation, ce qui s'écrit sous la forme S point égale 0, S c'est l'entropie. Eh bien, en fait, cette équation sous cette forme ne procède pas d'une linéarisation stricte. J'aurai l'occasion de revenir, et ceci est un point important pour le prolongement de nos travaux. Alors, une remarque simple aussi, c'est que dès l'instant qu'on écrit S point égale 0, c'est-à-dire qu'il y a conservation d'entropie le long d'une trajectoire, apparaît tout de suite une relation simple entre P point et ρ point. C'est pour cette raison qu'on élimine ρ point, on se retrouve avec les deux équations qui sont écrites, les deux dernières. Et ces deux équations sont des équations où les fonctions inconnues, ce sont les vitesses et la pression. C'est-à-dire, en fait, cette formulation de la RDT est une formulation qui privilégie l'aspect cinématique. Ceci est un point important. Je voudrais aussi signaler, si vous êtes en mesure de voir correctement la deuxième équation, dans l'espace physique, vous avez des opérateurs qui sont des opérateurs non locaux. C'est pour cette raison que l'on passe un formalisme dans l'espace spectral, et ces opérateurs non locaux se présentent maintenant d'une manière très simple, puisqu'on trouve les transformés de Fourier multipliés par les composantes du nombre d'ondes K. Ce qui fait que voilà les équations que l'on retient, et il est un fait extrêmement important lorsqu'on aborde l'étude des effets de la compressibilité sur la turbulence, c'est de séparer les parties solénoïdales des parties dilatationnelles. On peut le faire par la décomposition classique de Helmholtz, mais on peut recourir, mieux encore, à un repère local qu'on appelle repère de Craya-Héré. Juste regardez la deuxième ligne. Ce repère a trois vecteurs de base, E1, E2, E3, qui dépendent du vecteur d'onde K. Le troisième vecteur est parallèle à K. On montre qu'en écoulement incompressible, le vecteur vitesse se trouve dans un plan qui est perpendiculaire à K. Pourquoi? Parce que l'équation de continuité de la forme UI, virgule I, dans l'espace spectral, c'est KI, U chapeau I. Le vecteur fluctuation de vitesse en incompressible est perpendiculaire à K. C'est donc le plan E1, E2, c'est le plan d'incompressibilité. Et dans ce repère, vous regardez la composante UI de la vitesse, on met ainsi en évidence les modes phi chapeau 1, phi chapeau 2, qui sont les modes solénoïdaux, et phi chapeau 3, qui est le mode dilatationnel ou compressible. Juste vous dire que une complication intervient lorsqu'on opère en turbulence, compressible cisaillée, c'est que les vecteurs d'onde représentent un champ de vecteurs qui subit des distorsions très importantes du fait que K devient une fonction du temps. Alors, juste vous donner les composants des vecteurs d'onde. Et finalement, nous avons donc comme fonction inconnue, phi chapeau 1, phi chapeau 2, ce sont les modes solénoïdaux, phi chapeau 3, le mode dilatationnel, phi chapeau 4 est relié à la pression. C'est un système différentiel. Si vous permettez, en première ligne de cette diapositive, on le met sous forme matricielle. Et, excusez-moi, oui, il y a une petite faute quand même. C'est phi chapeau I point, que c'est J phi chapeau J égale 0. Alors, on écrit la solution, ceci est traditionnel. C'est un système binaire, on écrit la solution sous la forme suivante. Phi chapeau I égale GIJ, phi chapeau J de grand K et T0. C'est une forme. Formellement, on écrit les solutions de cette manière. Et à ce moment-là, on fait apparaître le noyau G des solutions linéaires, étant entendu que grand K est la position à T0 de la particule fluide se trouve en petit k à T. Et à partir de ce moment-là, on montre facilement qu'on obtient un système différentiel
n'est-ce pas, pour la fonction G sous la forme G.ij, etc. Plus, c'est un système différentiel. Ce système différentiel, on peut l'intégrer par des méthodes classiques. Par exemple, Range-Kutta du quatrième ordre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on peut accéder aux corrélations doubles dans l'espace spectral, phi chapeau I étoile, phi chapeau J. Mais on peut transporter depuis le repère local au repère fixe pour obtenir des corrélations dans l'espace physique. Et si on obtient des corrélations dans l'espace fixe, à ce moment-là, par intégration sur l'espace spectral, on obtient des corrélations dans l'espace physique. Et ceci débouche donc sur l'évolution des corrélations vitesse et vitesse-pression dans l'espace physique. Alors, on ne peut pas en mécanique des fluides aborder un sujet sans parler d'équations sans dimension. Si on écrit les équations sans dimension, celles que je viens de présenter pour phi chapeau 1, 2, 3 et 4, on se rend compte qu'apparaît une grandeur fondamentale qui, ce que je note ici, le nombre de Mach de gradient. Il est le rapport du temps acoustique, A0, K-1, A0 la célérité du son, et du temps caractéristique de la déformation dans un écoulement de type cisaillé, c'est le taux de cisaillement S, S-1 pour le temps. Alors, on peut exprimer dans l'espace physique ceci sans problème, il suffit de remplacer K par 1 sur L, où L est une échelle intégrale, ou plus simplement Q2, 3,5, alors ici manque sur epsilon. Alors, pourquoi ce nombre est-il important? Ce nombre est important parce qu'en fait, il permet de séparer trois domaines, trois régimes, les deux régimes extrêmes. Le cas incompressible, le cas où le nombre de Mach de gradient tend vers 0. Pourquoi il tend vers 0? Parce que la célérité du son, la propagation des petites perturbations pour un écoulement incompressible, tout se passe comme si la célérité du son est infinie. Et donc le nombre de Mach de gradient tend vers 0. C'est ce qu'on appelle la limite incompressible. Ça pour des petites valeurs de mg. Par contre, c'est le troisième tiré, pour les grandes valeurs de mg. Ça, c'est un point important. Pour les grandes valeurs de G, ce qu'on observe, c'est l'augmentation des corrélations dilatationnelles qui tendent à augmenter, qui tendent à faire croître l'énergie cinétique de façon exceptionnelle. Et à la limite, il y a un autre régime limite, c'est le cas où mg tend vers l'infini, c'est le cas dit sans contrainte de pression. Pourquoi? Parce que dans les équations sans dimension, la pression est rapportée à mg. Si mg tend vers l'infini, la pression n'intervient plus dans les équations. Alors, entre les deux régimes strictement incompressibles et le régime compressible sans contrainte de pression, il y a un régime intermédiaire où malgré tout les corrélations dilatationnelles existent mais sont faibles devant les corrélations solénoïdales. Il s'appelle ce régime quasi solénoïdal. Alors, pour traduire ce que je viens de dire, il suffit de regarder ici l'évolution de l'énergie cinétique en fonction du temps adimensionnel ST. Les deux premières courbes correspondent à mg 2,7 et 4. Les trois dernières en haut correspondent à mg de 20 à 66. Alors, les deux premières, c'est le régime incompressible. Les trois dernières, vous voyez bien que l'énergie cinétique augmente de manière, croît de manière exceptionnelle, et c'est dû à l'intervention des corrélations dilatationnelles. Entre les deux, c'est le régime intermédiaire, quasi solénoïdal, observé pour des valeurs de mg de l'ordre de 20. Bien. Alors maintenant que le code est écrit, mis au point, il faut le valider. Pour le valider, nous comparons les résultats à des résultats de DNS, précisément aux résultats de DNS de Simon. Les résultats de DNS sont représentés par les traits continus, les autres par nos résultats et les résultats RDT de Simon. Alors, en fait, ce n'est pas la peine que je reste très longtemps à vous parler, à interpréter ce résultat pour vous dire très simplement que la RDT donne lieu à des résultats en bon accord avec les DNS pour peu que ST reste relativement petit, de l'ordre ne dépassant pas 2,5 par exemple. Du coup, on montre la validité de la RDT, du code et le domaine de validité de la RDT.
Une propriété que l'on peut tout de suite mettre en évidence extraordinaire et importante de l'influence de la compressibilité sur la turbulence, elle est traduite par ce tracé de courbe. Alors, on trace ici B1. Alors B1, c'est la composante 1,1 du tenseur d'anisotropie de Reynolds. Ce n'est pas la peine que j'épilogue très longtemps là-dessus, mais simplement vous dire ce tenseur est caractéristique de l'écart anisotropie. Caractéristique de l'écart anisotropie de l'école. On prend la composante 1,1, les autres se manifestent de la même manière. Alors, justement, il y a trois courbes ici. La première, le plus bas, correspondant au cas incompressible, MG0 égale 1. Vous voyez qu'on reste pratiquement nul. C'est-à-dire qu'on garde pratiquement la propriété d'isotropie. Dès qu'on passe à MG0 égale 12, c'est-à-dire au cas intermédiaire, l'anisotropie augmente. Et maintenant, dans le cas complètement compressible, MG0 égale 66,7, vous voyez que l'anisotropie augmente de manière très sensible. Ceci est une propriété très importante. Et elle conduit d'ailleurs à d'autres propriétés importantes de la turbulence compressible, à savoir que certaines propriétés sont la non-linéarité masquée dans le régime compressif. En fait, maintenant qu'on dispose de ce code, qu'est-ce que ce code peut nous apporter? Alors, il peut nous apporter d'évaluer des modèles de la littérature. Vous savez, la modélisation en turbulence est la clé de la compréhension. Ce n'est pas le calcul numérique qui est la clé de la compréhension de la turbulence. Ce sont les modèles. Alors, justement, des modèles existent dans la littérature. Vous voyez le premier, celui d'en bas, le deuxième, Marzocchi et al. C'est Marzocchi et moi-même. Et nous avons cherché à évaluer ces modèles. Et en même temps, nous avons cherché à optimiser les constantes. Alors, sans vouloir mettre plus de temps, je pourrais vous dire que certaines constantes, on ne peut pas y toucher, parce qu'elles ont un caractère fondamental. D'autres, par contre, ce sont des constantes de calage. On peut modifier ces constantes de calage. Je vais vous montrer justement le résultat de cette évaluation. Alors, avec moi, on va essayer tous ensemble, si vous permettez, de voir un peu les résultats. Je commence par d'abord vous dire que les résultats RDT sont en très plein. Je commence par le modèle de en bas. Le modèle de en bas, c'est tiret et point. Et avant optimisation, et c'est des triangles après optimisation. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Alors, j'ai oublié de dire que je représente ici la composante 1,1, 1,2 et 2 du tenseur de pression-déformation. Alors, et en même temps, j'ai oublié de vous dire que j'envisage ici des résultats concernant le régime compressif, MG0 48. Alors, je commence par le modèle en bas, tiret et point, et puis tiret et point avant, optimisation triangle après. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est formidable, l'optimisation donne lieu à un bon accord avec la RDT. Pour pi 1, pour pi de 2 aussi, c'est formidable, n'est-ce pas? Pour pi de 2, pour pi 1, 2. Pour pi de 2, si vous voulez, là encore, l'amélioration est nette, bien que qualitativement c'est encore intéressant, mais que ça ne coïncide pas, ça ne rapproche pas suffisamment des résultats RDT. D'une première conclusion à propos de ce modèle, c'est que de toute manière, nous avons réussi à améliorer, par une optimisation, grandement la performance de ce modèle. Deuxième modèle, celui de Marzocchi et al. Marzocchi et al, c'est des tirés et des rangs. Alors, pi 1,1, des tirés et des rangs, ça ne marche pas très bien. Pour ce qui est de la composante 1,1, ça ne marche pas très bien. Pour la composante 2,2, eh c'est formidable. Ça marche très bien, 1,2 pardon, et pi de 2, vous avez ici un accord qui n'est pas mauvais du tout. Ma conclusion est la suivante, c'est que il est évident que cette procédure d'optimisation des constantes est une procédure qui est très bonne, dans le sens où elle améliore beaucoup les performances de modèles. Ceci étant, si on se situe sur un plan fondamental de conception des modèles, on peut se rendre compte, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, que cette méthodologie, qui est en même temps une méthodologie d'optimisation, eh bien cette méthodologie donne la voie, indique que telle partie de tel modèle se comporte pas bien.
Et donc à ce moment-là, différentes méthodes peuvent être envisagées dans des théories de modélisation qui permettent de reprendre un peu la conception de ces modèles, dans le sens, par exemple, de passer d'une constante qui est un scalaire à un tenseur d'ordre supérieur. J'arrive ici à un point très important, à savoir la reformulation des équations de RDT ce sont des travaux actuels que nous sommes en train de mener. Alors, je reprends un petit peu le début. Je vous avais dit, l'équipe de Lyon avait gardé comme linéarisation de l'équation de conservation de la masse S moins égale 0. Mais ceci n'est pas le résultat d'une stricte linéarisation. On peut montrer que si on linéarise strictement, sans hypothèse, eh bien on arrive à une équation qui est beaucoup plus compliquée, où P point intervient avec un premier terme et deux autres termes. Et l'équation S point égale 0, on peut montrer qu'elle consiste à retenir uniquement le premier terme. Ce qui est encore un petit peu gênant dans la formulation que nous avions adoptée, que l'école centrale avait adoptée en même temps, ce qui est gênant, c'est qu'en fait, il n'y a plus qu'une variable thermodynamique, et comme je l'ai dit, c'est un modèle qui est orienté plutôt cinématique. Alors que si on abandonne l'hypothèse epsilon égale 0, qu'on prend la totalité de cette équation, on se retrouve avec un modèle à deux variables thermodynamiques, et on peut accéder à toute la partie thermodynamique, n'est-ce pas, on peut accéder à toute la partie thermodynamique d'écoulement, en s'aidant bien entendu de l'équation d'état qui est linéarisée sous cette forme. On peut accéder à la variance de la masse volumique, de la température, de la pression, aux corrélations pression-déformation, pression gradient de température, au flux de masse, au flux de chaleur, etc. Alors, je voudrais vous dire, si vous voulez, que nous sommes en train de développer, nous avons repris ce code, ça fait 2 années maintenant, nous l'avons profondément changé, et nous l'avons profondément repris, et nous avons beaucoup de résultats. Je ne vous en parle pas tout de suite, parce que nous sommes en train de lancer une publication dans ce cadre-là. Je voudrais vous dire aussi que je n'ai pas eu le temps, pour tout ce qui a été fait, de vous parler de 2 points particuliers, à savoir que le code avant reformulation est un code qui peut permettre d'accéder à ce qu'on appelle les états d'équilibre d'une turbulence. C'est quelque chose de très important pour la modélisation. Et nous avons montré qu'en compressible, on pouvait, avec une théorie linéaire, accéder aux états d'équilibre d'une turbulence indépendamment des non-linéarités. Et ceci est un point de vue. Mieux encore, on a aussi été amené à étudier la turbulence hors équilibre avec ce modèle-là. En conclusion, si vous voulez, nous avons mis au point un code bien adapté à la turbulence homogène compressible dans le domaine linéaire. Il permet d'évaluer, d'optimiser des modèles compressibles. Il permet d'accéder aux états d'équilibre et même à la modélisation de la turbulence hors équilibre. Quelles sont les perspectives? Nous y pensons déjà, nous avons commencé à travailler. C'est inclure dans le code un modèle non linéaire. Alors ceci est important parce qu'il faudrait comprendre pourquoi, dans certaines caractéristiques de la turbulence, les non-linéarités sont masquées. Il faudrait qu'on comprenne pourquoi. Pour ce faire, il faut introduire un modèle non linéaire. Et nous avons une expérience avec la thèse de Mohamed Altaï 2005 en incompressible. Mais je voudrais juste terminer en disant que lorsqu'on aborde la turbulence cisaillée, même en incompressible, on a une grande difficulté à savoir qu'on raisonne avec des variables lagrangiennes, et le modèle non linéaire nous impose de passer des variables lagrangiennes aux variables linéaires. C'est une question extrêmement délicate, mais nous avons commencé déjà à formuler ce problème. En dernier lieu, certaines théories qui datent déjà depuis longtemps permettent d'évaluer l'effet de la compressibilité sur la diffusion turbulente. Une thèse qui va être soutenue bientôt, la thèse de Zouabi Inès, qui étudie la diffusion turbulente en écoulement incompressible cisaillé, et bien ceci va nous permettre de transposer la formulation théorique pour aborder l'effet de la compressibilité sur la diffusion turbulente, et je vous remercie.